Bien, mes chers collègues, Madame l'ambassadrice, ainsi que votre équipe, nous tenons aujourd'hui donc une réunion de commission des affaires dans un contexte des affaires européennes, dans un contexte particulier. Nous l'évoquions à l'instant, puisque nous n'avons pas pour l'instant de gouvernement. On a un Premier ministre, mais pas de gouvernement. Et les règles particulières font que beaucoup de commissions sont annulées, puisqu'il n'y a plus de gouvernement. Mais en tout cas, la Commission des affaires européennes continue son programme, puisqu'il n'y a pas d'incidence directe avec les nominations gouvernementales. Et puis demain, grosse journée compliquée en France, mais en tout cas, on est passé juste dans le trou de souris et je vous remercie d'avoir répondu présente à notre invitation. C'est pour nous la dernière réunion de la session 2024, qui est aussi la dernière réunion de plénière de la commission à laquelle participe André Reichardt. Et je tenais particulièrement à lui affirmer toute l'amitié que j'ai pour lui, bien sûr, et puis l'importance du travail qu'il a mené dans la commission, puisque notre collègue André Reichardt quittera le Sénat en fin de mois. Et je l'ai dit souvent, c'est un pilier de la commission qu'on va perdre, avec à la fois son bon sens, son expérience, et puis ses points de vue, quelquefois divergents, même du reste de la commission, mais toujours dans un esprit de construction. Et voilà, c'est un choix que fait André aujourd'hui, eu égard à une situation politique qu'il nous a exprimée. Mais je tenais vraiment à lui rendre un hommage particulier, parce que voilà, je perds un pilier de la commission. Nous recevons aujourd'hui donc son Excellence Madame l'ambassadrice du Danemark en France pour évoquer les priorités et les premières réalisations de la présidence danoise du Conseil de l'Union européenne. On les a entendus à la COSAC des présidents à Copenhague il y a peu de temps, mais vous allez nous les repréciser. Je rappelle en effet qu'après la Pologne et avant Chypre, c'est le Danemark qui exerce la présidence du Conseil au second semestre 2025, avec un mot d'ordre clair: une Europe forte dans un monde en changement, décliné en deux grands axes: une Europe plus sûre et une Europe verte et compétitive. Je crois que chacun d'entre nous peut partager la volonté affichée, même si les signaux de ces derniers mois ont pu jeter une ombre sur la force de l'Europe, notamment au regard de la relation transatlantique et des négociations qui ont été menées suite à l'offensive tarifaire menée par le président des États-Unis, des attaques proférées par l'administration américaine à l'encontre du cadre européen de régulation du secteur numérique, mais aussi, Madame l'ambassadrice, des menaces qui concerne plus directement votre pays à propos du Groenland, ce sur quoi j'étais intervenu aussi à Copenhague, précisant que nous apportions tout notre soutien, bien sûr, à cette situation dont je sais qu'elle est péniblement vécue chez vous. Malgré les difficultés, l'Europe a su montrer sa détermination vis-à-vis de la Fédération de Russie à la suite de l'agression de l'Ukraine. Les ingérences dans les processus électoraux, l'incident rencontré par l'avion de la présidente von der Leyen en Bulgarie, de même que les violations récentes des espaces aériens polonais et roumains, soulignent, s'il en était besoin, que l'Union européenne est soumise à des menaces multiples mais croissantes. Nous devons y faire face avec force et détermination. L'Union a également changé de positionnement vis-à-vis de la Chine. Elle doit maintenant pleinement s'affirmer comme une puissance autonome et résiliente, capable de défendre ses intérêts face aux menaces, quelle que soit leur forme ou d'où qu'elles viennent. Dans son discours sur l'état de l'Union, la semaine dernière, la présidente de la Commission européenne a osé enfin une phrase que nous espérions depuis longtemps: l'Europe doit prendre son indépendance. Pour cela, elle doit assurément restaurer sa compétitivité et renforcer la coopération entre les États membres dans un certain nombre de domaines stratégiques, notamment en matière de défense. Le choix de votre pays d'acquérir 8 systèmes de défense antiaérienne de longue et moyenne portée auprès de fournisseurs européens envoie à cet égard un signal important à la base industrielle et technologique de défense européenne. Mais la restauration de la compétitivité européenne va trop lentement. Mario Draghi l'a dit avec gravité à Bruxelles hier,
en soulignant les 3 défis auxquels nous sommes confrontés. Le modèle de croissance européen est depuis longtemps mis à rude épreuve. Les dépendances menacent la résilience de l'Union et sans une croissance rapide, l'Europe sera incapable de réaliser ses ambitions en matière de climat, de numérique et de sécurité, sans parler du financement de ces sociétés vieillissantes. Or, selon Mario Draghi, la Commission et les États membres n'ont pas pris la mesure du changement du monde et de la nécessité de répondre très rapidement aux enjeux auxquels nous sommes confrontés. Madame l'ambassadrice, pensez-vous que la présidence tiendra compte de cet appel de Mario Draghi et qu'elle va accélérer l'examen des textes visant à redonner de l'air à notre économie? Nous voyons aujourd'hui les débats relatifs à l'objectif climatique de l'Union à l'horizon 2040 que vous évoquerez certainement. Nous souhaitons que vous puissiez nous présenter les priorités de la présidence danoise, les premières réalisations et les prochaines grandes étapes qui scanderont le programme du travail du Conseil. Le programme de votre présidence est dense. J'aimerais pour ma part vous interroger plus directement dans le cadre de mon propos liminaire sur la manière dont le Danemark envisage l'examen des accords commerciaux entre le Mercosur et le Mexique, avec le Mercosur et avec le Mexique. Un autre sujet fort pour lequel le Danemark porte depuis longtemps une voix forte et singulière, les enjeux relatifs aux migrations, avec la révision de la directive Retour. Votre analyse des enjeux et des priorités danoises en la matière serait très précieuse. On décrit souvent l'exemple du Danemark sur les positions qui sont prises en matière de migration. Enfin, nous serons également très attentifs à votre analyse des enjeux internationaux et des défis qui en résultent pour l'Union européenne, tels qu'ils sont perçus dans votre pays. Je pense bien évidemment à la guerre en Ukraine et à la relation transatlantique, mais aussi à la situation à Gaza et à la relation avec Israël, qui occupe une place croissante dans le public européen et dans le débat public européen. Je vous cède la parole pour une quinzaine de minutes, puis ensuite j'inviterai mes collègues à vous poser des questions, voire à prendre la parole. Merci, Madame l'ambassadrice. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs. Merci pour cette introduction et aussi le soutien que vous avez évoqué au niveau Groenland et de votre part, mais aussi de la part de la France qu'on a vécu ces derniers mois. Je vous remercie aussi de votre invitation et intérêt, malgré la situation actuelle dans laquelle on se trouve. C'est vraiment un grand honneur pour moi de présenter aussi dans cette belle salle les grandes lignes des priorités de la présidence danoise du Conseil de l'Union européenne. C'est aussi un réel plaisir d'être retour ici. Ça fait 6 mois où on était invités pour un déjeuner au Sénat avec notre Majesté, le roi Frédéric X, et pendant la visite d'État de lui et la reine. C'était une visite où on a pu conclure un partenariat stratégique entre le Danemark et la France, avec plusieurs thèmes qui en fait se trouvent aussi parmi les priorités de la présidence danoise. Par exemple, la sécurité, la défense et de l'énergie. Je voudrais mentionner, comme vous avez évoqué aussi, l'exemple le plus récent de cette collaboration étroite, l'annonce qui a été faite vendredi dernier par le ministère de Défense danois d'une décision stratégique importante. Le Danemark a retenu le système franco-italien SAMP/T solaire dans le cadre d'investissement global de 7,8 milliards d'euros. On est un petit pays et en fait c'est le plus important jamais réalisé au niveau d'armement, le plus grand investissement qu'on a déjà toujours décidé. Et cet investissement introduit vraiment notre volonté de soutenir les solutions européennes. Et il s'agit d'une étape significative pour notre défense nationale, mais aussi plus largement un signal fort en faveur de la coopération européenne dans le domaine de la défense. Alors, pendant la présidence du Conseil de l'Union européenne, je pense que j'avais envie de mentionner cet exemple concret. Je suis aussi ravie d'avoir l'occasion d'échanger à nouveau
avec vous, chers membres de la Commission des Affaires européennes, presque un an après la visite de notre ministre des Affaires européennes à l'automne dernier. Une rencontre où on a déjà discuté des priorités danoises du Conseil de l'Union. Alors, depuis le 1er juillet, le Danemark assume donc la présidence tournante du Conseil de l'Union pour la 8e fois depuis notre adhésion. Il s'agit également de 2e présidence de trio que le Danemark forme avec la Pologne et Chypre. Et dans ce contexte, je tiens à féliciter aussi la Pologne pour la qualité du travail accompli. On s'appuie sur vraiment des bases solides, c'est l'opinion de notre gouvernement. Le programme et les priorités de la présidence, vous avez mentionné les plus grandes lignes, se basent vraiment dans la continuité qui est définie au sein du trio. La présidence intervient à un moment particulier pour le Danemark, puisqu'elle coïncide avec notre mandat aussi de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, ainsi qu'avec la présidence de la coopération nordique-baltique, le NB8, et finalement aussi le Conseil d'Arctique. Voilà donc on l'appelle une super année diplomatique pour le Danemark, mais bien évidemment aussi une année assez difficile. D'un point de vue calendrier, c'était parmi vos questions, on avait prévu un total de 15 réunions ministérielles informelles, ce qui se déroule au Danemark, pas seulement à Copenhague, mais un peu partout, pendant la présidence. 10 d'entre elles ont déjà eu lieu au cours des derniers mois, avec des résultats concrets. Entre autres, nous avons permis l'utilisation de fonds de cohésion pour la sécurité et la défense. Mais aussi, nous avons inclus l'Ukraine dans la zone Roam Like at Home de l'Union. Et enfin, nous avons adopté le 18e paquet de sanctions renforçant la pression sur la machine de guerre russe. Ça fait parmi des résultats clés qu'on a déjà obtenus pendant les premiers mois. Dans 2 semaines se tiendra le sommet informel des chefs d'État et de gouvernement à Copenhague, le 1er octobre. Et cette réunion clé sera suivie de la réunion de la communauté politique européenne le lendemain, qui va rassembler 47 États européens. Alors, ce seront là aussi des moments forts de la présidence danoise. Il est évident que le Danemark assume aussi la présidence à un moment crucial pour l'avenir de l'Europe. Il s'agit d'une tâche importante et d'une grande responsabilité dans un monde en mutation. Comme vous le savez très bien déjà, l'Europe traverse une période de défis. Ce n'est pas une présidence habituelle. L'influence de l'Union dans le monde diminue. Notre sécurité est sous pression, comme vous l'avez mentionné. La compétitivité est plus fragile et les relations incertaines avec les États-Unis pèsent aussi sur les relations transatlantiques. Alors la coopération et l'unité européenne sont primordiales. Il est nécessaire d'agir et de prendre des décisions rapides, même s'ils sont peut-être difficiles, au niveau de notre défense, notre sécurité et notre compétitivité. On pense que le temps presse, en fait, pour prendre des bonnes décisions pour l'Europe. Nous avons besoin d'une Europe unie sur toutes les questions soulignées et l'Union reste notre meilleur outil pour résoudre les challenges que nous ne pouvons pas résoudre seuls. Nous avons besoin d'une Europe forte dans un monde en changement et c'est pour cela que nous avons choisi cette devise pour notre présidence. La devise se décline en 2 priorités principales. Premièrement, une Europe sûre et deuxièmement, une Europe verte et compétitive. La présidence travaille en faveur d'une Europe forte et indépendante qui assume la responsabilité de sa sécurité et qui renforce la compétitivité aussi, main dans la main avec la transition verte. Alors la première priorité, une Europe sûre, demande que l'Union européenne soit capable de relever les défis urgents et communs en tant comme acteur géopolitique en part entière.
L'Union doit assumer la responsabilité de sa propre sécurité en étroite collaboration avec l'OTAN. L'Union doit pouvoir se défendre d'ici 2030. C'est seulement dans 5 ans. On a entendu 2030 pendant très longtemps, mais maintenant, ça s'approche. Il faut renforcer l'industrie et la production de défense en Europe. C'est essentiel pour garantir notre sécurité. L'Europe doit renforcer sa résilience, sa puissance et sa capacité de défense face à des menaces complexes et hybrides. Le soutien continu de l'Union européenne à l'Ukraine est une priorité essentielle de notre présidence. Le soutien politique, économique, civil et militaire à l'Ukraine doit continuer, notamment en contribuant à établir et renforcer une coopération avec l'industrie de la défense ukrainienne. Nous garderons et adopterons les sanctions les plus sévères possibles à l'encontre de la Russie et nous devons appliquer les sanctions de manière efficace et coordonner les efforts pour empêcher leur contournement. Les développements géopolitiques actuels soulignent aussi la nécessité d'élargir l'Union européenne. Un élargissement ambitieux, fondé bien sûr sur le mérite, renforcera la position géopolitique de l'Union. L'Ukraine a accompli des progrès impressionnants, même dans des conditions très, très difficiles. La présidence danoise a pour objectif de faire avancer autant que possible son processus d'adhésion. L'Ukraine est donc le moteur de cette dynamique, mais nous devons également nous concentrer sur la Moldavie et les Balkans occidentaux. L'élargissement, on pense, est lié étroitement à la défense de nos valeurs européennes, notamment de l'état de droit. Il faut que cela reste une priorité. Au cours de notre présidence, nous allons examiner tous les outils permettant de garantir le respect de ces principes. La sécurité est également liée à la migration. Nous sommes confrontés à une situation difficile aux frontières de l'Union, avec des tentatives visant à déstabiliser et à compromettre la sécurité de l'Union. Cela ne peut pas être toléré. Alors nous travaillons pour renforcer la stabilité aux frontières. Nous travaillons également pour trouver des solutions nouvelles et innovantes pour gérer la migration irrégulière et contrôler les flux des personnes vers l'Union. Nous voulons progresser sur de nouvelles règles concernant les retours, comme vous avez mentionné, Monsieur le Président, et les pays tiers sûrs. L'accent sera également mis sur la mise en œuvre du pacte européen sur la migration et l'asile et le renforcement des frontières extérieures de l'Union. Le renforcement des partenariats avec les pays situés le long de routes migratoires est également une priorité pour nous. Un autre aspect est la résilience démocratique. C'est lié aussi. L'Union européenne doit réglementer l'exercice des géants de la tech et les tenir responsables dans la lutte contre la mésinformation et la désinformation, ainsi que de la protection des enfants et des jeunes sur l'Internet. Cela m'amène à la deuxième priorité, une Europe verte et compétitive. Dans un monde où la concurrence mondiale s'accroît, une action collective est nécessaire pour renforcer la compétitivité de l'Union, main dans la main avec la transition verte. Comme vous avez évoqué, ça fait 1 an que le rapport de Draghi a été publié. Ce rapport sur la compétitivité de l'Union dressait un tableau sombre. Il a souligné le déficit important en matière d'innovation et d'investissement, une réglementation excessive, une main-d'œuvre en baisse et des coûts énergétiques élevés. On connaît tous les conclusions. La recherche de solutions à ces problèmes ainsi que l'action nécessaire sont des priorités absolues de la présidence danoise. Il est nécessaire de simplifier nos règles et de réduire les charges pour les entreprises, pour les citoyens et aussi pour les autorités publiques. La présidence donne la priorité aux propositions de simplification de la Commission. Nous motivons les mesures visant à garantir une meilleure réglementation dans l'ensemble de formations des conseils. La compétitivité, la résilience
et l'influence mondiale de l'Union sont également renforcées par les relations avec des pays tiers stratégiques. La présidence danoise donne la priorité à l'élargissement du réseau d'accords commerciaux et des partenariats économiques de l'Union européenne. La présidence veut contribuer à renforcer le marché unique, à promouvoir l'innovation et à développer l'union d'épargne et des investissements. Et au lieu de marchés de capitaux nationaux fragmentés, nous avons besoin d'une intégration plus profonde et de règles financières harmonisées. En parallèle, la transition verte doit accélérer, notamment dans le domaine des énergies renouvelables et des infrastructures. Il faut que la sécurité de l'approvisionnement énergétique soit renforcée. L'Union doit être indépendante de l'énergie russe. L'Union doit continuer de montrer la voie en matière d'action pour le climat, notamment en fixant un objectif climatique ambitieux pour 2040 avant la COP 30. C'est nécessaire car l'action climatique et la transition verte soutiennent la compétitivité européenne. Afin de garantir une Union européenne compétitive et déterminée, nous souhaitons établir une ligne ambitieuse et responsable pour la négociation du cadre financier pluriannuel de l'Union européenne, le CFP, pour la période suivante. La Commission a présenté sa proposition et en tant que présidence, nous sommes mis au travail et nous sommes commencé les négociations. Nous souhaitons avancer le plus possible avant que pendant notre présidence, avant que d'autres présidences ne prennent le relais. Nous avons besoin d'un budget capable de relever les défis de demain et non ceux d'hier. Le budget doit être modernisé, il doit être plus simple, plus efficace et vraiment axé sur nos priorités stratégiques communes. Telles sont nos principales priorités. Notre présidence fera tout ce qui est possible pour garantir des progrès réels dans tous ces domaines au cours des prochains mois. Et pour terminer, je signale que nous avons mis en place un site Internet dédié à la présidence. Peut-être vous le connaissez, mais là, vous allez trouver des informations sur les événements, le programme et bien sûr les priorités. C'est des choses qui se développent tout le temps. Maintenant, je me tiens à votre disposition pour toute question et je vous remercie de votre attention. Merci Madame l'ambassadrice pour ces propos très clairs. Bon, comme vous l'avez dit, nous avions eu plusieurs séquences préalables à cette réunion depuis un an, donc il n'y a pas de levée de voile surprise sur les priorités, mais on sent très bien de présidence en présidence qu'il y a une forme de continuité sur les grands axes à respecter. Ça veut dire aussi qu'il y a une évolution par rapport à ce qu'on pouvait vivre il y a une dizaine d'années. Et donc l'Union européenne est sur les charbons ardents, mais avec finalement des phénomènes extérieurs qui lui imposent une certaine rigueur. Je pense à la relation transatlantique, je pense à la guerre en Ukraine. Finalement, des sujets sur lesquels l'Union européenne n'a pas forcément une maîtrise et une prise directe, mais auxquels elle doit s'adapter. Donc ce sont des réponses qui sont portées effectivement de présidence en présidence. Je verrai le bon côté de la chose en disant que c'est quand même un bon signal que les Européens marchent à peu près sur la même ligne, en tout cas s'entendent sur ces questions. Après, le mauvais côté, c'est qu'on a l'impression d'être toujours dans l'urgence de la réponse. Et ça, c'est un vrai sujet qui a des impacts. Vous parliez du CFP, forcément, sur lequel on doit avoir une adaptation budgétaire à la fois rapide, agile, mais qui ne correspond pas forcément à une perspective d'avenir. Vous avez parlé de transition verte, on pourrait ajouter de nombreux sujets, je pense à l'espace, voilà. Très bien. Les amis, questions des uns et des autres. Alors j'ai d'abord j'ai Marta Tsidrack qui a posé, donc André Reichert, vous levez la main, ça y va. Allez, voilà. Vous avez déclenché une dynamique impressionnante. Avec plaisir. Alors, levez bien la main les uns et les autres. Xavier Moelle va prendre
Martha, vas-y, commence. Oui, merci beaucoup Madame l'ambassadrice et merci Monsieur le Président de me donner la parole. Merci pour cette présentation effectivement très intéressante et un rapport et un programme ambitieux. Moi, je voudrais revenir sur 2 points, Madame l'ambassadrice, que vous avez évoqués avec nous, à la fois, même 3, je dirais. Vous avez parlé des Balkans, vous avez évoqué les Balkans autour de l'élargissement. Autour de ces tables, on sait que c'est en 93, à Copenhague, d'ailleurs, le Conseil avait posé les critères d'adhésion pour les États qui souhaitaient venir au sein de l'Union européenne. Vous avez parlé de l'élargissement de manière un peu générale. Au regard de l'instabilité que traverse aujourd'hui cette zone du continent européen, je voulais avoir un petit peu votre position plus précise sur la Serbie, le Monténégro bien évidemment, mais aussi le Kosovo qui aujourd'hui s'inscrit aussi dans une démarche comme ça, la Bosnie-Herzégovine, avec les quelques velléités que l'on peut avoir au niveau de Srpska Republika, avec Milorad Dodik, etc. Donc je voulais avoir un petit peu plus de précision sur ce que vous entendez par cette dynamique d'élargissement qu'il faut continuer évidemment à actionner et à faire vivre. Ça, c'était ma première question. J'en ai une seconde qui est plus précise dans le cadre de votre programme. Vous avez évoqué évidemment la compétitivité, on ne peut que y souscrire. Et vous avez aussi évoqué votre ambition verte pour l'Union européenne. Et je reviens sur le règlement européen sur le climat qui en ce moment est en discussion autour d'un échéancier qui bouge, puisque vous-même, vous êtes très en pointe sur le souhait de demander à horizon 2040, vous l'avez évoqué, que nos émissions baissent de 90%, ce qui est énorme pour notre monde économique et pour nos entreprises, sachant que de toute façon, 2050 reste une échéance pour l'Europe réelle. 2050, nous sommes tous censés atteindre la neutralité carbone au sein de l'Union européenne. Donc mon incompréhension est réelle. Est-ce que derrière cela, pardon, je vais vous poser la question peut-être de manière un petit peu provocante, je vous prie de m'en excuser par avance, est-ce que la COP30 à Belém fait que vous souhaitez accélérer ce calendrier qui, je pense, d'un point de vue compétitivité, pour certaines de nos entreprises, risque malgré tout d'être un petit peu en questionnement. Donc je voulais avoir votre sentiment par rapport à cela, d'autant plus que l'on sait que l'Union européenne, s'agissant des émissions de gaz à effet de serre, nous ne sommes que contributeurs, pardon de le dire comme ça, qu'à hauteur de 6%. Voilà, donc je voulais connaître véritablement quelle est la volonté réelle pour le Danemark de porter à ce point cette forte ambition qui de toute façon n'est pas remise en cause à horizon 2050 et pas 2040. Voilà, je vous remercie. Bien, mes chers collègues, il y a pas mal de questions là sur un premier jet. Donc je vais vous demander d'être concis dans vos questions. Madame l'ambassadrice, que souhaitez-vous? On prend par lot de 3, de 5 questions ou vous souhaitez qu'on passe toutes les questions et vous répondrez globalement par thème? Peut-être on peut prendre une partie. D'accord. Par 3, ça vous va? Oui, ça okay. me va parfaitement. Alors, André Reichert et se prépare Amel Gaker. Merci Président. Madame l'ambassadrice, deux thématiques m'intéressent plus particulièrement dans ce que vous nous avez indiqué. C'est le pacte asile-migration et tout particulièrement la directive retour et le cadre financier pluriannuel à l'aune de l'élargissement dont vous nous avez parlé. Alors, sur le pacte asile-migration, vous connaissez naturellement l'histoire de ce pacte, on vient de loin en la matière. La situation, le moins que l'on puisse dire, ne s'est pas franchement améliorée depuis que la Commission et de façon globale l'Union y travaille. La directive retour est en renégociation à l'heure actuelle et j'aurais aimé savoir ce que vous pensez au titre de votre présidence des chances d'aboutissement de cette révision. Est-ce que vous pensez raisonnable de mettre en œuvre cette révision telle qu'elle est proposée à l'heure actuelle par la Commission?
Est-ce que, selon vous, les chances de réussite sont réelles? Nous avons notamment, avec ma collègue Audrey Linkelel, qui est ici, relevé quand même un certain nombre de soucis en ce qui concerne la proposition de la Commission en termes de, comment je vais dire, de souveraineté laissée aux différents États en la matière, puisqu'il y a là maintenant une volonté très claire je ne sais pas si j'ai le droit d'utiliser ce terme, de régimenter maintenant le rôle des différents États en matière de retour, qui nous a posé quelques questions sur la possibilité réelle de la mettre en application telle que c'est prévu à l'heure actuelle. Donc, quelles sont, à votre avis, les chances de réussite? Comment pensez-vous convaincre les différents États d'aller dans ce sens? Le faut-il véritablement, je le répète, le faut-il véritablement de cette façon-là? Ça m'intéresserait de connaître votre avis. Et enfin, très vite, le cadre financier pluriannuel en cours d'élaboration. D'abord, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Parce que dans l'état actuel des choses, c'est encore quand même très nébuleux, très vague. Est-ce qu'on peut véritablement, on pourrait en parler longtemps, mais est-ce qu'on peut véritablement continuer simplement comme ça à charger la barque des États? On charge la barque des États, on prend très peu en compte l'élargissement possible. Est-ce qu'il n'y a pas des priorités à mettre en place? Est-ce qu'il n'y a pas effectivement des choix à faire, ce qu'à l'heure actuelle on ne fait plus au niveau de l'Union européenne? On veut en faire de plus en plus, mais a-t-on seulement les moyens de le faire? Voilà, m'intéresserait de savoir ce que vous pensez au fond de cela. Je vous remercie. Merci Monsieur le Président, Madame l'ambassadrice. Alors je vais vous interpeller, si vous voulez bien, sur un sujet dont on parle d'ailleurs de plus en plus au sein de l'Union européenne, celui de la crise du logement. Un sujet qui préoccupe nombre de nos citoyens, en tout cas de l'Union européenne. Vous le savez, on traverse, je vais être très synthétique, une crise sans précédent avec une explosion du prix des loyers, des logements, une multiplication quasi par 2 en moins de 10 ans du prix des logements aujourd'hui au sein de l'Union européenne. Je dis par 2, mais c'est de 50 à 100% hein, cette explosion du prix du logement, avec des enjeux de transition énergétique très forts également. Et d'ailleurs, le 15 mai dernier, ce sont près de d'ailleurs 15 maires de grandes villes qui, à Barcelone, ont lancé un appel en présentant un plan à la Commission européenne de 80 milliards sur la nécessité ou l'objectif de disposer de davantage de logements sociaux, de logements abordables et de budget sur cet enjeu de transition énergétique. Et donc ma question est très simple, c'est de savoir aujourd'hui, dans le cadre de toutes les priorités qui sont posées aujourd'hui pour notre Union européenne, comment vous envisagez d'accompagner en fait cette crise, tout en sachant que bien sûr il ne s'agit pas d'une compétence directe de l'Union européenne, mais le sujet ou la question qui se pose, c'est comment vous comptez coordonner et répondre en fait aujourd'hui à tous ces maires, à tous ces acteurs qui attendent un appui en fait de la Commission européenne. Merci. Merci beaucoup pour des questions très pertinentes et je vais vraiment faire de mon mieux de vous répondre. Et je peux dire que sur toutes les priorités et sur tous les thèmes que vous avez mentionnés, c'est vraiment notre ambition d'être à l'écoute, aussi les voix françaises bien sûr, et vraiment d'être impartial et trouver un chemin qui peut aboutir à un compromis, à de vrais progrès. Ça, c'est vraiment, vous avez mentionné, c'est une présidence ambitieuse et on pense y rester jusqu'au bout. Élargissement, il y a plusieurs d'entre vous qui ont mentionné le processus d'élargissement. Le mention des critères de Copenhague. Merci, on est toujours très fiers de ces principes. Et je pense que c'est important à souligner que toute discussion sur l'élargissement, on ne change pas qu'il faut que ça se fait sur la base du mérite. Alors, n'importe quel pays dont on parle, des pays que vous avez mentionnés ou d'autres, c'est vraiment, il faut que ça se base sur le principe de mérite. Bien sûr, ici, il faut que ça marche main en main avec des réformes internes.
parce que comme vous avez mentionné, est-ce qu'il y a une limite à combien l'Union peut absorber et toujours fonctionner dans une façon cruciale. Mais on est convaincu que l'élargissement, c'est important pour garantir la sécurité en Europe. On pense que ça nous rend plus forts si on travaille ensemble sur les mêmes valeurs. On est aussi convaincu que si l'Union européenne ne s'engage pas, on risque de laisser un vide où il y a d'autres acteurs qui vont rentrer. Et je ne pense pas que c'est dans notre intérêt géopolitique et aussi de sécurité, mais aussi de vraiment valeurs profondes de l'Union, de laisser cette vide. Alors, de vraiment faire des progrès pour tous les pays, ça serait une priorité. J'ai mentionné qu'on pense que l'Ukraine, c'est le moteur, c'est vraiment une priorité forte, mais en même temps, on va travailler sur le calendrier pour les autres pays aussi. Pour réussir, il faut aider ces pays à franchir pour vraiment pouvoir adhérer à nos valeurs et critères. Mais c'est important que l'Union européenne soit capable d'absorber et que les valeurs de l'Europe soient maintenues. Bien sûr, c'est un lien important à des réformes qu'on regarde comment on prend des décisions, quel budget, la structure du budget, pour qu'on se prépare pour cet élargissement. C'est important pour nous de ne pas oublier, par exemple, la Moldavie, mais aussi l'Albanie et Monténégro. Ça, c'est peut-être des pays ensuite de l'Ukraine qui sont importants à vraiment souligner. Ça, c'était un peu l'élargissement. J'espère d'avoir répondu là-dessus. Le cadre financier pluriannuel, ça vient de commencer. C'est de longues négociations, comme vous le savez très bien. C'est de longues et normalement aussi des négociations un peu difficiles. Nous, on pense que pendant notre présidence, on va pouvoir définir l'orientation de CFP. Il faut toujours que ce soit responsable, mais comme le rapport de Draghi a mentionné, il faut qu'en Europe, qu'on soit plus compétitif et qu'on réduise les charges. Alors, il faut avoir un regard nouveau aussi sur notre budget pour que ce soit plus simple, plus efficace et vraiment visé sur les priorités dont nous sommes tous d'accord. On pense que la proposition de la Commission, c'est un bon départ pour aboutir à un budget plus moderne. Mais on sait aussi que le maximum que nous, on pourrait atteindre pendant la présidence, c'est vraiment le cadre du budget, la structure. Et c'est sur cela qu'on a commencé à travailler. Je pense que ça va être pour les présidences suivantes à rendre plus dans les détails. Mais la simplification, vraiment d'avoir des priorités plus claires, ça serait une importance pour la présidence. Mercosur est peut-être plus large que ça, parce que c'est bien sûr lié à nos accords commerciaux. Je pense que c'est vous, Monsieur le Président, qui ont demandé un peu les accords commerciaux, les relations transatlantiques, plusieurs d'entre vous, vous avez mentionné. Dans un point de vue général, on soutient, en étant présidence, vraiment qu'on est capable de conclure des accords commerciaux avec des pays tiers. Ça nous rend relevants, ça nous rend plus forts et ça facilite qu'on pourrait diversifier notre économie, nos exports, notre base pour nos entreprises. Alors, c'est assez important, mais ça, c'est sur un côté général, surtout dans un contexte un peu difficile avec
transatlantique. Bien sûr, il faut regarder vis-à-vis d'autres pays aussi. Alors, c'est-à-dire, on soutient vraiment avec Mercosur, avec Mexique, mais aussi avec l'Inde, l'Indonésie, Australie, les pays d'Afrique. Vraiment que l'Europe, avec des bras et des mains ouvertes, vraiment cherche à conclure des accords. Bien sûr, il faut que ce soit, et on pense on va travailler là-dessus dans un informel en octobre, et encore un conseil en novembre. Alors, c'est vraiment sur l'agenda de la présidence. Sur le Mercosur, on pense qu'il y a vraiment un potentiel économique très intéressant pour nos économies dans cet accord. Alors, c'est aussi important sur un plan géopolitique. La Commission a présenté une proposition, et pour nous, c'est une grande priorité d'aboutir à l'adoption. Mais on sait aussi qu'il y a des intérêts de l'agriculture très importants de plusieurs pays membres, aussi ici en France. Et pour cela, la Commission a introduit une nouvelle mesure économique qui vise à doubler les fonds alloués à l'agriculture en cas de perturbation du marché. On espère que cette proposition, cet ajustement de l'accord va pouvoir garantir et mettre en avant les intérêts de l'agriculture dans le pays membre. Le Danemark aussi, on a un pays de l'agriculture, un pays de la pêche. Alors on sait de quoi vous parlez ici en France, mais aussi ailleurs. Alors vraiment là, la Commission est à l'écoute, et nous, en étant présidence aussi, et on espère qu'on a trouvé le bon outil pour pouvoir conclure cet accord. Logement, je vais en revenir, si vous me permettez, Madame la sénatrice. Peut-être sur Israël-Gaza, c'était parmi les questions, et je sais que c'est... On suit la situation de tout près, je pense... Tout le monde dans cette salle, la situation qui se développe chaque jour. Le point de départ de la présidence, comme l'Union européenne, c'est toujours vraiment d'avoir une solution de deux États. La situation par terre, ça le rend difficile en ce moment. Je sais que la France a pris des initiatives avec l'Arabie saoudite là-dessus. Et nous pensons que les messages à Israël en ce moment sont très clairs. Israël doit changer le cap à Gaza et Cisjordanie. Il y a des propositions assez concrètes là-dessus pour suspendre l'aide bilatérale de l'Union à Israël. Et maintenant, la Commission a présenté des propositions concrètes. Vous avez mentionné von der Leyen dans son discours, elle a évoqué plusieurs idées. Et en étant position nationale, on est assez positif de regarder ces idées-là, mais on sait que parmi les pays membres, on est toujours en regarder et à l'écoute des différentes opinions. Mais les sanctions contre les ministres israéliens extrémistes et les colons violents, ça c'est fait une des propositions. L'autre, comme vous avez mentionné, de suspendre le chapitre commercial de l'accord d'association. Et troisième, vraiment de limiter l'accès d'Israël à le programme Horizon. Horizon, en français peut-être. Alors, c'est une situation grave. On travaille avec Israël, on travaille avec les interlocuteurs palestiniens et donne des messages très, très clairs aux tous les acteurs impliqués. Mais on suit de très près une situation grave qui se développe. Directive retour. Merci. Merci, Monsieur le Président. Comme vous avez entendu, la migration est assez importante pour nous. Et la directive de retour, ça fait partie d'une des deux propositions innovatives ou nouvelles en disant qu'on souhaite soit mise en œuvre pour complémenter la pacte de l'asile et la migration.
je vais juste trouver des notes parce que c'est assez précis sur le retour, parce que l'idée de cette réglementation, je ne sais pas si on va arriver. Vous avez demandé est-ce que c'est réaliste ou pas. Mais l'idée qui est vraiment au cœur des négociations, et c'est vraiment une grande priorité pour nous, c'est que cette proposition a pour but que ça va permettre aux États membres, alors ce n'est pas obligatoire pour les États membres, mais ça va donner une ouverture pour les États membres de coopérer avec des pays tiers en vue de mettre en place des plateformes de départ pour transférer des demandeurs d'asile dont la demande a été déjà définitivement rejetée en Europe. Alors c'est ça l'idée, d'ouvrir un espace pour les États membres de discuter et de faire un accord avec un pays tiers pour avoir ces plateformes. On espère que c'est réaliste, on espère qu'on va aboutir, et c'est une priorité. Mais pour l'instant, c'est un thème qui se bouscule tout le temps. Quand on est en train de discuter avec les pays membres, on essaie vraiment de bâtir des terrains réalistes pour regarder. Ce qu'on a vu, c'est que vraiment la Russie et la Biélorussie utilisent les frontières et l'outil de migration pour mettre pression sur nos frontières. Alors, pour cela aussi, c'est lié au budget. Oui, il faut qu'on aide les pays aux frontières pour pouvoir manager cette menace, cette utilisation des personnes dans une situation très très difficile qui soit utilisée dans un but politique qui n'a rien à voir avec eux et leur vie. Alors, on espère de pouvoir avancer là-dessus. On espère aussi d'avancer sur la proposition de la notion de pays tiers sûr. Comme vous l'avez mentionné, la situation n'est pas devenue plus facile depuis que l'Union européenne a commencé de travailler avec. La migration, c'est un thème qui est important pour nous tous. Et c'est important aussi pour vraiment sauvegarder les valeurs et la force de l'Union, de travailler réalistement et sereinement avec. Sur le logement, Madame la sénatrice, c'est vrai que beaucoup de gens ont du mal à trouver du logement. C'est un grand problème dans les villes, surtout dans les grandes villes au Danemark. Il y a d'autres parties où c'est moins un problème. Et ça peut vraiment constituer un obstacle à l'inclusion des groupes vulnérables. La présidence va organiser une conférence de haut niveau sur la fourniture de logements durables et abordables pour tous. Je ne suis pas sûre si la conférence a eu lieu, mais sinon, on peut se renseigner pour la date concrète sur ça. Et je sais que c'est sur notre agenda pour le Conseil de chefs de gouvernement et d'État le 1er octobre. Et aussi, je sais que ça a été mentionné par von der Leyen. Alors, c'est vraiment un thème qui, pendant la présidence, même si je ne l'avais pas mentionné dans les grandes lignes, que c'est vraiment sur notre agenda parmi les priorités. Je veux juste voir si c'est tout... Oui, merci beaucoup, Madame la sénatrice, pour évoquer. C'est un très, très grande priorité pour nous. Je vais juste regarder... side er den på? Nej, jeg skal have min egen. Un instant. Jeg kan ikke finde den. Vraiment, on est en train de négocier
avant le COP 30 à Pelham, comme vous l'avez mentionné. Et c'est notre but d'aboutir à un but de 2040 qui est ambitieux. C'est pour, bien sûr, de pouvoir aboutir au but déjà décidé en 2050. Si on ne continue pas de cette tendance de nous mettre des buts, on pense qu'on ne va pas pouvoir mettre pression sur les autres pays qui peut-être sont encore moins ambitieux que l'Union européenne pour vraiment aboutir au but climatique mondial. On est en train de regarder les pourcentages, on est vraiment à l'écoute des pays membres. On pense que le lien entre la transition verte, les buts climatiques, peut aller main en main avec la compétitivité et des bonnes cadres pour nos entreprises. Je parle de l'expérience du Danemark. On a vécu une transition verte, on a eu une baisse d'émissions de CO2 en même temps qu'en fait l'économie au Danemark a augmenté, que l'emploi est sain et que nos entreprises, en fait, dans tous les sondages internationaux, disent que l'environnement pour investir et faire du business au Danemark, c'est très positif. Alors, je pense, et ça c'est vraiment l'opinion du gouvernement du Danemark, que la compétitivité, de donner des bons cadres pour les entreprises, pour du business, ça peut aller main en main avec des ambitions climatiques assez ambitieuses. On est en train de regarder exactement le but de 35, le but de 2040, et on espère de pouvoir aboutir à quelque chose de réel et ambitieux avant le COP 30 pour montrer au monde que vraiment on peut aller main en main. Merci. Merci. Alors, une autre série de 3 sénateurs et sénatrices. Florence Blatrix-Contat, et se prépare Michael Weber, et ensuite Christine Labarde. Merci, Monsieur le Président, Madame l'ambassadrice. Je souhaiterais aborder la question de l'euro numérique. Ici, en Commission des Affaires européennes, nous avons adopté un rapport d'information qui soulignait que c'était un enjeu majeur, à la fois en termes pour l'Union européenne de souveraineté en matière de paiement, quand on sait que, d'un point de vue concurrentiel, on est dans une situation de quasi-monopole d'acteurs extra-européens. On sait également que le secteur bancaire privé exprime, il l'a encore fait très régulièrement, des inquiétudes sur son coût, sur le risque de fuite des dépôts, et le modèle économique de l'euro numérique soulève certaines incertitudes. Vous avez évoqué dans votre programme, page 21, que la présidence accordera une priorité aux négociations sur le cadre juridique de l'introduction de l'euro numérique, mais aucun calendrier ni plan d'action n'est prévu. On sait aussi que les expérimentations doivent s'achever en octobre. Donc, pouvez-vous nous dire où en sont ces expérimentations, si elles sont concluantes et si elles ouvrent la voie à une poursuite, et quel rôle la présidence pourra jouer pour soutenir le développement de l'euro numérique? Je voulais aussi aborder un autre sujet que vous avez évoqué, l'union des marchés des capitaux. On sait à quel point, évidemment, c'est essentiel, tant il y a d'enjeux à financer, la transition écologique, la défense, vous l'avez indiqué, les besoins de financement de l'Europe pour qu'elle soit plus compétitive sont essentiels. Donc, est-ce que là aussi, vous pouvez nous éclairer sur les initiatives concrètes que la présidence entend prendre dans ce domaine et avec quel calendrier? Et enfin, très rapidement, mon collègue André Reichardt a évoqué le cadre financier pluriannuel qui entre en discussion. Un des enjeux les plus cruciaux, évidemment, et on y a beaucoup travaillé au Sénat, c'est la question des ressources propres, pour assurer, notamment pour les pays, la soutenabilité de ce cadre financier pluriannuel, que nos contributions
n'augmente pas, pas trop en tout cas. Donc pouvez-vous nous indiquer comment votre présidence entend avancer sur les ressources propres et lesquelles, s'il vous plaît? Je vous remercie. Oui, merci Monsieur le Président. Merci Madame l'ambassadrice d'abord pour cet échange. En cette rentrée, un peu bousculée pour ce qui nous concerne. Moi, j'avais d'abord une question sur la réforme de la politique de cohésion. Vous le savez, la politique de cohésion est une politique structurante de l'Union européenne, la deuxième en volume avec près de 392 milliards d'euros de crédits pour la période 2021-2027. Il s'agit d'une politique essentielle pour nos territoires ruraux et urbains et qui bénéficie à l'ensemble des régions françaises. Et elle est particulièrement importante pour ce qui nous concerne, pour les régions ultramarines, puisque c'est une des spécificités de la France, qui doivent être prises en compte, RUP, donc au titre de l'article 349. La mise en œuvre en France de cette politique est partagée entre l'État et les régions, qui ont géré les 2/3 donc des fonds en volume sur la période. Or, les propositions de la Commission européenne tendant à rapprocher le mode de gestion de ces fonds de celui du mécanisme de facilité pour la reprise et la résilience, en mettant en œuvre une conditionnalité liée à la mise en place de réformes inquiètent les collègues sénateurs que nous sommes, notre Assemblée étant garante par la Constitution de la représentation des territoires. En effet, selon le TFUE, confie au Fonds de cohésion des objectifs structurels de long terme qui sont essentiels au développement équilibré de nos territoires et à la réduction des écarts de développement entre les régions de l'Europe. Ces objectifs ont au cœur du projet européen et leur réalisation est l'un des acquis les plus tangibles de la construction européenne. Or, seuls les investissements permis par cette politique de cohésion sont à même d'assurer la réalisation de ces objectifs et la révision à mi-parcours menée cette année a montré les réels progrès accomplis au cours du précédent cadre budgétaire 2021-2027. Comment donc la présidence danoise entend-elle œuvrer pour préserver cet acquis et faire en sorte que les réponses aux crises multiples et aux urgences, qui semblent être dans la logique de la restructuration, recentralisation proposée par la Commission européenne, puissent être conciliées avec les objectifs structurants et structurels à long terme qui sont assignés par les traités. Et une deuxième remarque et à la fois question assez rapidement. On a parlé, ma collègue Marta de Cidrac, de l'objectif 2040. J'ai bien entendu la réaction qui a été la vôtre en mettant en lumière ce que vous faites au niveau du Danemark en particulier. Ceci étant, la question c'est de trouver cet accord que vous appelez de vos voeux, parce que les retours que l'on a d'un certain nombre d'États membres tentent à plutôt prouver le contraire, puisque si j'en veux encore pour preuve les discussions qu'il y a sur l'électrification, notamment des véhicules, on voit bien qu'il y a une forme d'industrie en Europe qui s'inquiète de cette exigence-là. Et la question, c'est comment est-ce que vous pouvez accomplir ce défi-là. Puis vraiment une dernière remarque, c'est celle sur le règlement pour lutter contre la déforestation qui doit rentrer bientôt en œuvre aussi, notamment le 31 décembre 2025. Or, il y a quand même 11 États membres qui ont demandé un nouveau report et une révision de ce texte. Est-ce qu'il y a un risque de report et comment la présidence danoise souhaite s'investir sur ce règlement lié à la déforestation? Merci. Alors, Christine Lavarde et on prendra on prendra Louis Vogel pour une très courte question. Oui, merci Monsieur le Président, Madame l'ambassadrice. Pour revenir sur 2 points qui figurent dans la politique économique de votre programme, vous évoquez, ce document évoque la création d'un nouveau fonds pour la compétitivité dans le cadre du futur CFP. Donc, comment va-t-il être financé et est-ce, comme vous avez dit, que l'ambition, le regard nouveau qui est évoqué plus haut dans le document, c'est simplifier et avoir des priorités plus claires. Est-ce que ce fonds pour la compétitivité se ferait au détriment de d'autres fonds qui seraient amenés à disparaître ? Et deuxième question, un tout petit peu plus loin, on dit la présidence organisera une discussion sur le rapport annuel du comité budgétaire européen afin de donner suite aux considérations et recommandations du comité concernant, entre autres, la situation budgétaire de l'UE et de la zone euro et la mise en œuvre des règles budgétaires de l'UE. Donc, est-ce à dire que les pays frugaux auraient un regard beaucoup plus dur sur leurs voisins plus dépensiers et qu'enfin, les mesures qui devraient être celles qui s'appliquent à tous les pays qui ne respectent pas les critères de Maastricht se trouveraient appliquées, et notamment ce qui a déjà été prévu dans la révision précédente avec des amendes en pourcentage du PIB dès lors qu'on ne respecte pas les critères. Oui, très court. Merci, Monsieur le Président. Oui, Madame l'ambassadrice, une question très brève.
Alain Juppé vient de publier, notre ancien Premier ministre, qui est aujourd'hui membre du Conseil constitutionnel, vient de publier un livre qui s'intitule « L'heure du choix pour une déclaration d'indépendance des Européens ». Et toute la seconde partie du livre est consacrée à l'Europe. Qu'est-ce que ce titre vous inspire? Très bien. Alors, c'est vaste. Hein. Euro numérique, refonte cohésion, re-CFP, re-objectif 2040, et puis règles budgétaires de l'UE. Donc, voilà. Merci encore pour des questions très pertinentes. Et je peux vous dire sur la déforestation, j'ai noté votre question et je pense que je vais en discuter avec mes collègues à Copenhague pour être sûr que votre point a été élevé dans la capitale. D'ailleurs, je vais essayer de faire ça de toutes les questions parce que, bien sûr, une question pose aussi une position. Alors, oui, non, mais avec plaisir. Je suis le premier à comprendre qu'on mais c'est puisse pas simplement, répondre à tout. je dirais que c'est un échange, mais aussi c'est une possibilité pour moi, en étant ambassadrice, de pouvoir communiquer à Copenhague comment on pense mes chers collègues ici en France. Merci de pouvoir me laisser revenir un peu sur le 2040 et sur les points, les paradoxes ou les choix difficiles qui vont être posés devant nous tous quand il faut vraiment trouver des priorités dans le budget, mais aussi dans comment aboutir à nos ambitions. Le Danemark n'est pas un pays où on produit des véhicules, mais je pense qu'on est tous très conscients que de pouvoir une production de batteries, de véhicules, des ressources critiques en Europe où on n'est pas dépendant de très peu de pays, c'est vraiment une priorité primordiale pour nous tous. Alors je pense qu'on va vraiment faire tout ce qui est tout ce qui est possible pour ne pas rendre l'indépendance européenne plus difficile, quoi que ce soit, quelques secteurs qu'on regarde. Sur les politiques de cohésion, je sais que c'est un thème qui est très important pour nous tous, mais peut-être aussi beaucoup en France. Et vous avez évoqué l'importance de l'instrument vraiment pour les régions françaises. Je faisais mes études à Aix-Provence, j'ai vécu à Marseille, alors je connais un peu la perspective des régions françaises. C'est important pour moi de voyager. Alors, d'abord, bien sûr, tout ce qui va se développer va être parmi et en respectant les traités. Pour la présidence, c'est très important. On voit aussi que la politique de cohésion, c'est une politique qui va rester. On vient de rendre possible, par exemple, que les dépenses pour la défense et la sécurité peuvent aussi être rentrées dans la politique de cohésion. Alors, je pense que ces deux-là vont main en main. La Commission a présenté des propositions sur cette politique pour la prochaine période de CFP. C'est des négociations très complexes, comme vous le savez bien, ça touche à des thèmes très, très sensibles, mais on prévoit une réforme de la politique de cohésion et on prévoit aussi d'avoir des négociations en trilogue avec le Parlement européen là-dessus. Mais je pense qu'on a montré qu'on est capable de réformer et axer des outils financiers sur des priorités stratégiques vraiment communes. Un nouveau fonds de compétitivité. Je pense vraiment qu'on est
on est confronté à des défis majeurs, comme on a évoqué, comme souvent discuté dans le Sénat. Et le budget, bien sûr, c'est notre caisse d'outils le plus fort où on vise l'argent. Pour nous, c'est important de vraiment avancer les négociations, de ne pas tarder. Souvent, l'adoption de CFP, c'est quelque chose qui arrive un peu au dernier moment, mais on a vraiment l'ambition d'avancer ce thème. Je ne pense pas du tout que je pense qu'on vient juste de recevoir la proposition de la Commission et comment on va diviser la taille des différents instruments ou différents piliers dans la nouvelle structure proposée par la Commission. Je ne pense pas qu'il y a ni la présidence, ni les pays membres, ni les institutions sont très sûrs encore. Et comme je l'avais évoqué, ça ne va pas être pendant la présidence danoise qu'on va regarder les chiffres. On va essayer de trouver une structure qui peut être plus facile pour nous tous d'utiliser. Et après, on va regarder les chiffres. Il y avait une question sur les ressources propres qui est aussi liée à ce thème-là. En étant présidence, on a noté l'importance des ressources propres de certains États membres et parmi eux, la position française. On a vraiment tenu compte et ça rentre dans les tableaux des négociations et les points de vue de la présidence. On sait que c'est primordial quand on regarde un budget, quel type de ressources propres qu'on va pouvoir avoir dans le futur, quand on a des ambitions plus larges. Est-ce qu'il faut aussi des fonds plus larges et en même temps on a une approche de finances assez réaliste. Vous avez évoqué, Madame la sénatrice, si le groupe de Frugeux, c'est ça? Frugeux. Comment ils vont aborder. Je pense que peut-être vous avez suivi qu'il y a eu un développement. Maintenant, en étant en position du Danemark, on regarde vraiment un besoin de l'Europe de pouvoir agir en étant acteur géopolitique. Alors, je pense que les positions nationales se développent, mais bien sûr, il y a des critères de Maastricht, il y a une ambition aussi d'être financièrement, comment on dit ça, saine, au même temps qu'on essaye de réaliser les priorités. Alors, je pense que vous allez, pendant cette présidence, on est vraiment, on est vraiment à l'écoute, mais même après la présidence du Danemark, je pense que vous allez voir un pays qui est prêt à aussi financer des priorités importantes et cruciales pour l'Union. L'inspiration du livre L'heure de choix, l'indépendance de l'Europe, je n'ai pas lu le livre encore, mais je peux vous dire que quand j'écoute ma première ministre, on pense qu'elle aurait lu le livre de M. Juppé, parce qu'on pense vraiment on est à l'heure du choix. Il faut agir. On a discuté en venant ici. C'est presque impossible de gérer une présidence parce que tout est urgent, tout est important, il faut tout faire en même temps. Et on a seulement 24 heures sur 7 pour le faire. Alors, il faut faire des choix difficiles, mais je pense que la tendance, elle est claire. On est très conscient que l'Europe doit être capable de faire plus pour soi-même et qu'elle doit être capable de se défendre elle-même d'ici 2030. Mais ce n'est pas tous dans la défense et la sécurité, c'est aussi vraiment comment on amène, qu'on sauvegarde notre capacité d'innover, qu'on sauvegarde notre capacité de travailler ensemble, de se voir et de se travailler en étant alliés et pas concurrents en Europe. Et il faut faire mieux, mais je pense qu'on est vraiment capable à le faire. Oui.
Oui, bien sûr. Eric, Oui. et, alors, vous l'avez évoqué dans votre propos. Oui. L'union des marchés de capitaux, dont on entend parler depuis des années, mais qui n'arrive jamais. Désolée, Madame la sénatrice. Vraiment, le gouvernement va accorder aussi la priorité, ils sont en pleine forme de le faire, des négociations sur le projet de loi financière. À l'heure actuelle, selon mes connaissances, le Conseil doit encore se mettre d'accord sur les propositions relatives à un cadre euro numérique et aussi aux services de paiement. Selon mes connaissances, je pense, pour l'instant, on n'a pas une position nationale très profonde là-dessus parce qu'on essaye vraiment d'être présidence. Il y a ce côté un peu particulier aussi que le Danemark ne fait pas partie de l'euro. Mais pendant notre présidence, on joue vraiment ce rôle de conciliatrice et on va essayer de bâtir des terrains là-dessus aussi, et même si on ne fait pas partie de l'euro. L'euro en papier ou l'euro numérique? C'est un peu la même chose pour nous. Merci. Alors, Mathilde Olivier, Ronan-Le Gleut, pour terminer. Merci, Monsieur le Président, et merci, Madame l'ambassadrice, pour ce temps d'échange. Je souhaitais revenir un instant sur l'objectif 2040 qui a été déjà évoqué par certaines et certains collègues pour peut-être poser quelques questions sur la manière dont vous souhaitez maintenant avancer, puisque donc l'objectif que vous souhaitiez faire adopter demain en Conseil de l'Union européenne ne pourra pas être atteint, notamment du fait de l'opposition française, la position d'Emmanuel Macron qui a exprimé un certain nombre de réserves sur l'adoption de cet objectif. On risque donc désormais un rejet de cette décision lors du Conseil européen d'octobre, avec le risque que la Hongrie bloque les décisions qui pourraient être prises en la matière. En France, le Haut Conseil pour le climat alerte sur la position française. C'est important de le noter puisque le Haut Conseil pour le climat fait assez rarement ce type de communication et là vraiment alertait sur le rôle et le risque que nous avons d'ici Belém, d'ici la COP 2030, de ne pas avoir ni les objectifs 2040, mais aussi de manière très importante les objectifs 2035 qui doivent, d'ici la fin du mois de septembre, être envoyés à l'ONU afin que le processus de négociation en lien avec ces objectifs puisse se tenir d'ici Belém. Et c'est alors même que cette année, nous avons appris que nous dépasserions l'objectif de 1,5 degré supplémentaire de réchauffement climatique qui avait été fixé il y a exactement 10 ans lors de la COP à Paris. Lors de l'accord de Paris, eh bien, nous sommes... c'est aujourd'hui la crédibilité de l'Union européenne qui est en jeu si ces objectifs ne sont pas adoptés à l'échelle européenne pour 2040, mais aussi donc, pour cet objectif de 2035. Donc comment, en tant que présidence danoise, vous souhaitez pouvoir avancer sur cet objectif de 2035 d'ici septembre, malgré le fait que l'objectif 2040 n'ait pas été adopté? Est-ce que vous souhaitez quand même essayer de porter un objectif 2035 d'ici début septembre, ou est-ce que ça retarde toute la procédure jusqu'à fin octobre? Et quels sont les leviers que vous envisagez afin qu'un objectif puisse bien être pris d'ici lors du Conseil européen de fin octobre? Merci, Madame l'ambassadrice. Merci, Monsieur le Président. Madame l'ambassadrice, je voudrais partager avec vous le sentiment qui fut le mien en découvrant l'accord sur les droits de douane entre Ursula von der Leyen et Donald Trump. Je me suis dit, forcément, quand on négocie avec celui qui assure votre sécurité, vous ne pouvez pas sortir avec un bon deal. Comment est-ce qu'on peut négocier avec quelqu'un qui vous dit « je suis le garant de votre sécurité » à travers le déploiement de troupes sur votre sol, etc. Comment vous pouvez faire un bon accord?
Donc, ça ne sert à rien qu'on se plaigne collectivement des accords commerciaux et des droits de douane si on ne travaille pas à assurer notre propre sécurité collective. De la même manière, dans toutes les discussions actuelles sur EDIP, sur le Fonds européen de défense, etc., on voit bien les différentes positions qu'il peut y avoir au sein de l'Union européenne, entre des pays qui sont pour des critères extrêmement ouverts, notamment sur l'industrie européenne de défense et l'usage des fonds européens. Je pense par exemple aux Pays-Bas, la Pologne et la Suède, qui eux sont sur des critères ouverts. Des pays qui, à l'inverse, sont sur un groupe restreint qui sont d'États membres qui sont sur des critères très fermés. Je pense à Chypre, à la Grèce, par exemple. Comment peut-on avancer, selon vous, justement sur ces critères d'attribution de fonds européens qui, en tout cas, selon moi, doivent aller, pas simplement en priorité, mais, il me semble, exclusivement, et là je sais que c'est une position ultra minoritaire dans l'UE, mais je l'assume, je pense que des fonds européens, ça doit aller à des entreprises européennes. Aujourd'hui, on n'y est pas. Il me semble que c'est à minima une erreur. Je veux dire, pourquoi est-ce qu'on irait subventionner des entreprises étrangères hors de l'Union européenne avec des fonds européens? Je vous remercie. Merci le Président. D'abord sur les objectifs de 2040. Je pense que l'objectif de la présidence n'a pas changé. On va avoir un conseil demain où les ministres vont discuter comment on peut se préparer pour PLM, pour les COP30. Pour nous, c'est toujours important qu'on puisse adopter qu'on peut adopter notre contribution de l'Union européenne avant la COP30. C'est vrai que notre chef de gouvernement et d'État vont discuter ce thème-là aussi 1er octobre à Copenhague. On espère que c'est pour donner la vision et montrer l'importance du climat et de l'objectif de 2040. Et ensuite, on va continuer le travail. J'avais le ministre qui est responsable de ce dossier-là à Paris il n'y a pas très longtemps. Alors, on est vraiment à l'écoute et pour pouvoir trouver une solution et vraiment une base solide pour montrer que l'Union européenne, bien sûr, est parmi les ambitieux quand tout le monde se rencontre à PLM. Comment ça va se rouler, on va voir, on est en train de regarder, on est en contact avec tous les pays membres et ça inclut bien sûr la France, mais l'ambition est la même. On espère qu'on va y arriver. L'accord de douane. Il y a plusieurs points, si vous me permettez, dans votre question. Bien sûr, les États-Unis, c'est toujours le garant de notre sécurité, c'est la réalité. On pense que même si on fait beaucoup en Europe et on fait beaucoup plus et on investit davantage en Europe, c'est sûr qu'on est tous seulement capables de faire tout ce qu'il faut pour garantir nos citoyens si on travaille aussi dans une façon transatlantique. Je ne pense pas que ça change, mais ce n'est pas l'un ou l'autre. Il faut vraiment faire les deux. Et comme vous l'avez évoqué, il y a il y a ReArm Europe et EDIP. Il y a pas mal d'instruments qui sont en train de se développer. Je trouve que l'Union européenne et les institutions, les pays membres se montrent vraiment capables et vraiment viser ce but-là de pouvoir promouvoir notre sécurité et notre défense. Comment on va utiliser les fonds européens? Comment les critères vont être déterminés? Je pense qu'il y a parmi tous les pays membres une ambition qu'on investisse, qu'on achète, qu'on développe davantage d'armement ici en Europe. L'investissement que j'avais mentionné au début, c'est un exemple. Mais aussi, on peut regarder les réalités sur les marchés. C'est quoi on est capable déjà d'acheter parmi les pays membres de l'Union européenne? Et est-ce qu'il y a des domaines où il faut vraiment chercher peut-être une technologie ou un partenariat avec d'autres alliés, comme par exemple le Royaume-Uni?
Alors, je pense qu'il faut trouver la sécurité et la défense de l'Europe, c'est la priorité numéro 1. Et ça doit rester vraiment main dans la main avec un soutien à l'industrie d'armement européenne, mais aussi dans une façon où peut-être c'est une transition. Je pense que peut-être ici en France, vous avez été capable et vous avez un esprit de pouvoir vous défendre pendant très longtemps, mais d'autres pays, c'est une discussion un tout petit peu nouvelle. Et pour cela, je pense qu'on a, mais ça c'est un côté peut-être un peu personnel, mon observation, c'est on est dans une transition très importante et très rapide là-dessus. Bien, écoutez, merci Madame l'ambassadrice. Sur les quelques points où il y avait une incertitude, l'échange par courrier entre vos services et les nôtres peuvent se faire de façon très, très fluide. En tout cas, merci d'avoir permis aussi de combler notre vide législatif, notre vide actuel au Sénat pour se remettre progressivement dans le bain législatif et dans le mouvement politique français. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. Juste quelques